L'ancien ministre Joël Nguessan témoigne depuis ce lundi 27 juin devant la CPI dans le procès historique de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son co-accusé Charles Blé Goudé. Nous vous proposons de suivre la suite des audiences. Vous nous avez dit qu'il y avait eu 3 situations dans lesquelles le président Gbagbo vous a remis des dossiers. Vous en avez parlé d'un. Pouvez-vous nous dire très brièvement quels sont les 2 autres? Je vous ai parlé du cas de ce ministre dont le père était en train de spolier un pauvre paysan. Je vous ai parlé du cas de paix à son âme, Madame la directrice des cabinets adjoints du président. Et je vous ai parlé du cas de... non, c'est les 2 cas que j'ai en mémoire en ce moment-ci. Mais en tout et pour tout, je ne crois pas qu'il m'ait soumis plus de 3 cas. D'accord. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez passer à autre chose? Parce que le procès ne porte pas sur le témoin, c'est au sujet de quelque chose d'autre. Chapitre, Monsieur le témoin. Pouvez-vous nous dire, avant votre nomination comme ministre des Droits de l'Homme, est-ce qu'il y avait eu des enquêtes sur les tueries de mars 2004 dont vous nous avez parlé hier et ce matin? Oui, il y a eu des enquêtes. Mais je n'avais pas les rapports au moment de ma nomination. C'est bien plus tard que j'ai eu les rapports. Et ces enquêtes ont eu lieu quand, de mémoire? Je crois que c'est pratiquement 1 mois après les tueries de mars. Quand on regarde les documents, si on regarde bien les dates, probablement au mois d'avril ou bien mai que ces enquêtes se sont déroulées. Et brièvement, pouvez-vous nous dire quel était le résultat de ces enquêtes? Ces enquêtes qui ont été menées par une commission mise en place par le Conseil de sécurité de l'ONU ont abouti à ce qu'il y a eu 120 personnes tuées pendant les événements de mars. Mais je vous fais remarquer qu'au niveau du G7, par un système de proximité, nous avons identifié au moins 350 morts dans nos rangs. C'est ce que j'appelle le système de proximité. Le G7, du moins le RHDP, c'est les partis politiques légalement constitués, c'est les responsables des sections dans les quartiers. Donc on a fait des remontées de ces informations et on a mis en place une cellule spéciale au sein du G7 pour faire un rapport circonstancié avec les images, les photos en vue d'une éventuelle réparation des torts. Est-ce que des procès ont eu lieu suite à ces enquêtes? Non. Savez-vous pourquoi? Je vais vous dire que le président, oui, allez-y. Monsieur le Président, depuis hier, nous sommes sur le sujet. Le témoin vient de dire qu'il participe aux enquêtes. Il a mis connaissance des enquêtes-là plus tard. Maintenant, on demande au témoin parce qu'il n'y a pas eu de procès. Je pense que c'est purement son opinion qu'on demande. Ça, c'est mon objection. Maintenant, une observation, Monsieur le Président. Le procureur avait annoncé 7 heures. Nous sommes dans 25 minutes, on sera à ces 7 heures. Nous sommes encore en 2006. Ça veut loin des charges. Dans 25 minutes exactement, nous serons à 7 heures d'audition de la part du parquet. Nous sommes encore en 2006. Très, très loin des charges. Je fais cette observation parce que généralement, c'est après la défense qui paye le prix souvent de ces lenteurs, excusez-moi du peu,
Et donc, je ne veux pas critiquer la manière dont l'accusation mène son interrogatoire, il est libre de le faire, mais plus vite on s'approche des charges, plus mieux on est du but. Je pense que c'est l'objectif pour lequel nous sommes tous ici. Et franchement, je souhaiterais qu'on s'approche un peu plus vite de ce but-là. Monsieur Dermidjian, Monsieur le Président, je m'apprêtais à poser une dernière question sur ce sujet avant de passer à 2010. Je ne sollicite pas d'avis de la part du témoin, je lui demande simplement ce qu'il sait. Le Président, certes, mais je m'associe à la défense sur ce point. Vous êtes sur ce sujet depuis un certain temps. 5 heures et 45 minutes ont déjà été utilisées par vous pour que le compte-rendu soit bien clair. Et je vous le dis, et ce n'est pas la première fois que je vous le dis, je vous exhorte à passer à autre chose pour aborder la période de référence visée par les charges. Nous ne sommes pas ici pour refaire l'histoire. Je comprends l'importance du contexte, mais je crois que nous disposons de suffisamment de contexte. Veuillez poursuivre. Monsieur Dermidjian, je vous remercie. Monsieur Nguessan, est-ce que vous savez pour quelle raison il n'y avait pas eu de procès suite à ces enquêtes sur les événements de mars 2004? Je ne saurais vous répondre parce que il appartient au parquet d'engager les poursuites en pareilles circonstances. Mais vous verrez qu'en Côte d'Ivoire, pendant des années, toutes les exactions n'ont pas fait forcément l'objet de procès. Et même quand il y a eu procès, on n'a jamais trouvé de coupables. Je vous ai parlé tantôt du charnier de Yopougon. Les événements de 2004, les événements de mars 2004, novembre 2004, les exactions sur les populations civiles, partout, il n'y a pas eu de procès. Mais par contre, nous nous sommes retrouvés dans des situations où il y a eu des lois d'amnistie qui ont été prises. En son temps, je n'étais pas encore ministre, j'avais écrit pour dire que les amnisties politiques n'ont aucune valeur quand Monsieur le Président, vous voyez, c'était l'objet de mon objection. Parce qu'on finit, comme je l'avais prédit, on finit à ce que le témoin donne son opinion. On finit toujours de la même manière. Le témoin est en train de donner son opinion ici. Il a commencé par dire qu'il n'était pas aux affaires à cette époque-là, donc il ne saurait l'expliquer. Après, mais vu la manière dont la question est orientée, on en finit toujours par son opinion. Monsieur Dermidjian, le témoin nous a dit ce qu'il fait. Et le président, non, il ne s'agit pas d'opinion. Il a simplement dit qu'il n'y avait pas eu de procès pour des crimes. Là, je vous arrête là. Je vous arrête. Je ne veux pas que vous alliez plus avant. Vous parlez toujours de périodes qui sont très lointaines, qui n'ont rien à voir avec le cadre temporel des charges. Monsieur Dermidjian, je ne fais pas cette chose, Monsieur le Président. Mais je voudrais vous rappeler l'intervention d'hier. Vous comprenez pourquoi nous avons cité ce témoin à la barre. C'est pour le plan commun, pour établir le président. Où nous comprenons cela? Je vais vous demander de passer à autre chose maintenant. Alors, Monsieur Nguessan, nous nous transportons en l'an 2010. Nous savons qu'au mois d'août 2010, les élections sont annoncées. Alors, à ce stade-là, vous êtes déjà au sein du RDR depuis 2008. Est-ce bien ça? Oui. D'accord. Alors, le décret qui porte la convocation du collège électoral prévoit les élections pour le 31 octobre. Est-ce que vous pouvez nous dire tout d'abord quelle a été la réaction de l'opposition lorsque ce décret a été adopté annonçant les élections? C'est vrai que l'option, c'est d'aller vite. Mais il y a quelques faits majeurs qu'il est bon de signaler. L'accord politique de Ouaga, qui a permis de réunifier le pays. La signature, du moins la cérémonie de la flamme de la paix,
à Bouaké, le démantèlement de la zone de confiance, tous ces éléments nous ont permis de nous dire que oui, nous allons irrémédiablement vers la paix. La publication de la liste électorale, la prise du décret portant, décret relatif à la convocation en vue de l'élection présidentielle. C'était des éléments positifs. Et au niveau du RHDP, principalement au niveau du RDR, nous étions heureux de savoir qu'après une dizaine d'années de balbutiement, nous allons maintenant rentrer dans la phase effective. Mais il était bon que je vous signale ces cas, accord politique de Ouaga, visant au désarmement, cérémonie de la flamme de la paix, pour montrer qu'on était rentré dans une phase irréversible de normalisation. Merci, monsieur le témoin. Pouvez-vous nous dire, avant le premier tour des élections, quand débute la campagne électorale? La campagne, de manière officielle et selon les tests, a lieu 2 semaines avant la tenue de l'élection. Donc, mais dans la pratique, les candidats sont en pré-campagne depuis quelques mois. Personnellement, j'ai été désigné directeur régional de campagne du candidat Alassane Ouattara pour la région du Ifou, qui comprend essentiellement les villes de Mbayakro, Daoukro, Ouélé, Prikro, du moins à peu près 7 à 8 départements. Donc, pratiquement, des mois auparavant, on était sur le terrain. Et cette campagne, il faut le dire, s'est bien déroulée. Nous avons pu sillonner toutes les régions de la Côte d'Ivoire sans être inquiétés. Pouvez-vous nous dire quels étaient les thèmes de la campagne électorale des principaux partis politiques? Vous me posez une colle, parce que entre la campagne de cette année et celle de 2010, je me mange un peu au niveau des... Mais si ça me revient, je vous le donnerai. D'accord. Est-ce que vous aviez suivi la campagne électorale des autres partis politiques en 2010? Bien sûr. Nous avons suivi leur campagne parce que nous avons besoin d'avoir leurs arguments pour pouvoir trouver des contre-arguments sur le terrain. Est-ce que vous aviez reçu l'information sur ce qui était des intentions du camp présidentiel en ce qui concernait les élections? Écoutez, déjà, avant qu'on rentre en campagne, je me souviens d'un écrit de président Anaki, président du MFA, où il disait en substance qu'il est presque convaincu que le camp en place accepterait difficilement de quitter le pouvoir une fois qu'ils auraient perdu. Et il a demandé à ce que les militants du RHDP se tiennent prêts à envisager cette hypothèse. Et ça, c'est une déclaration qu'on peut retrouver, c'était pratiquement 3 mois avant. Maintenant, je dirais que les élections elles-mêmes, que ce soit pendant la phase des pré-campagnes, la phase des campagnes, les choses se sont très bien déroulées. Très bien déroulées. Il y a eu un deuxième tour rendu obligatoire qui a opposé le président Alassane Ouattara et le président Laurent Gbagbo. Le jour où ces 2 candidats arrivés au second tour se sont retrouvés à la télévision nationale pour faire un débat civilisé,
comme on en voit partout ailleurs dans les démocraties modernes, nous étions tous heureux. Nous étions satisfaits. Et pour certains parmi nous, on s'est dit, enfin, on va sortir de la grave crise que nous avons connue. Mais cependant, on était vigilants, puisque des informations nous faisaient état du fait que le camp de M. Gbagbo s'apprêtait à faire un hold-up électoral. On avait des informateurs, des individus qui venaient nous trouver pour nous dire, vous savez, on est en train de îloter tel quartier, on a logé dans telle cité universitaire des personnes de langue anglaise. Apparemment, ce seraient des mercenaires. Donc, on avait toutes ces informations qui nous parvenaient. On est même venu me remettre un jour des billets de banque de la BCA, des billets avariés, troués. Et on m'a dit, ces billets ont été remis à ceux qui sont chargés de perturber la proclamation des résultats. Seulement, on leur a dit, prenez ces billets et si vous arrivez à maintenir M. Gbagbo au pouvoir, vous revenez et vous prendrez ces billets en de bons billets en contrepartie. Ça, c'est les gens qui nous ont donné ces informations. On a pris ça au sérieux. On a pris cela au sérieux. Alors, que va-t-il se passer? Premier tour de l'élection présidentielle. Deux candidats arrivent en tête, le président Gbagbo et le président Alassane. Le certificateur de l'ONU, c'est-à-dire le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, certifie les résultats du premier tour. Pas de problème. Deuxième tour, démarrage de la publication des résultats zone par zone. À notre grand étonnement, et cela devant la télévision nationale et devant les chaînes de télévision internationale, un représentant du parti de M. Gbagbo à la commission électorale indépendante vient, arrache les fiches sur lesquelles sont notés les résultats, les déchire, et c'est là que le scandale. Ces images sont connues. À partir de cet instant, la commission électorale indépendante a arrêté la publication des résultats. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission spéciale.